On va commencer. Donc, je voulais juste expliquer, donc d'une part me présenter. Je suis Michel Mauny, directeur du PTCC. Donc, on voulait organiser cette session, ce webinaire, avec deux objectifs. D'une part, naturellement, informer directement les participants à ce webinaire, donc l'audience, vous qui êtes connectés, les gens qui sont présents ici, des nouveautés ou vous informer de l'existence du programme si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez déjà, des outils nouveaux qui sont mis en place, et un rappel de nos objectifs. Mais on voulait aussi avoir une petite séance organisée en séquence d'une dizaine de minutes chacune, que nous enregistrons et que nous prévoyons, si la qualité est bonne, de publier sur YouTube. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas ouvert, nous avons restreint en gros les droits entre guillemets de l'audience. Voilà. Donc désolé pour ce double usage de cette présentation. De nouveau, bienvenue. Et puis on va pouvoir commencer maintenant. Donc ça va être 4-5 séquences de dizaines de minutes chacune. À la suite de quoi, on essaiera, si la technique suit, on essaiera de vous autoriser à rallumer les micros, si on trouve comment faire, et puis ensuite, éventuellement, discuter si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques à faire sur le programme. Voilà. Donc, je m'éclaircis la voix, et ensuite, on va commencer. Naturellement, l'enregistrement, lui, tourne déjà depuis quelques minutes, mais on fera les coupures qu'il faut pour que ça fonctionne. Très bien. Donc, bonjour à tous, je suis Michel Mauny, directeur exécutif du PTCC, donc le programme de transfert, un programme de transfert localisé au campus cyber. Comme vous le voyez sur cette planche, nous avons un site web, alors qui est à la fois sous le QR code qui est en haut à gauche de l'écran, mais aussi naturellement ptcc.fr qui est plus facile à taper. Donc selon votre dispositif, vous pouvez aller directement sur ce site web. L'objectif de cette présentation, c'est d'une part, présenter l'ensemble du programme très rapidement, et puis ensuite de présenter les différents volets de ce programme. Et donc, si vous nous suivez sur YouTube en ce moment, vous pouvez retrouver les différents volets dans les petites vidéos qui sont à côté de celle-ci. Alors, le contexte du PTCC, donc du programme de transfert au campus cyber, c'est la stratégie nationale d'accélération pour la cybersécurité, qui est une des actions du plan d'investissement France 2030. Dans ce plan d'investissement, vous avez des stratégies d'accélération. Dans cette stratégie d'accélération, vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont représenté sur la gauche de l'écran, donc avec notamment le réseau des campus cyber. Nous sommes localisés au campus cyber de la Défense, d'où le nom du programme, donc PTCC pour programme de transfert au campus cyber. Mais il y a d'autres outils comme le Cyber Booster qui est un accélérateur, comme le PEPR, donc ce programme de recherche en cybersécurité qui est lui aussi financé par France 2030. Notre logo arrive en bas de l'écran à droite, donc. Et donc, nous sommes un des outils de ce programme. Les priorités de la stratégie, c'est donc naturellement dans le domaine de la cybersécurité, le développement de solutions souveraines et innovantes, mais aussi de contribuer à l'animation et au développement de synergies entre les différents acteurs de la filière. Les acteurs, ce sont les utilisateurs de la cybersécurité, ce sont les fournisseurs de solutions industriels, mais ce sont aussi les organismes de formation qui forment naturellement des jeunes ingénieurs et chercheurs dans le domaine, et puis le domaine de la recherche lui-même qui est partie intégrante de cet écosystème, et c'est aussi le sens de notre présence ici au campus cyber à la Défense. La formation est un vrai enjeu, mais naturellement, le développement de nouvelles technologies, en particulier issues de la recherche, est aussi un enjeu réel. Et c'est à ce dernier enjeu que le programme de transfert au campus cyber, s'attaque, d'accord, donc tente de contribuer. J'ai présenté les différents outils, et donc on va aller directement dans le vif du sujet avec
avec les aspects recherche. Et donc, avant d'entrer dans les dispositifs du programme, je voulais rappeler un petit peu quels sont les aspects, les thématiques de recherche qui sont pertinentes pour la cybersécurité. On voit sur la carte, avec les points rouges qui sont sur la carte de France, sur la droite de cette planche, les différents centres où des choses se passent en recherche pertinente pour la cybersécurité. Il y a un certain nombre de domaines classiques que naturellement tout le monde connaît, tout ce qui est chiffrement, donc la science du chiffrement, la cryptologie, conception de systèmes de chiffrement, mais aussi l'analyse, donc l'attaque de ces systèmes pour vérifier leur solidité, leur résistance. Tout ce qui concerne naturellement les systèmes et les réseaux, la confidentialité des données. Quand on parle de données de santé, par exemple, il y a des vrais enjeux qui relèvent de la cybersécurité pour protéger à la fois ces données, mais aussi les partager pour faire des études, par exemple. La sécurité matérielle, la supervision, la détection d'attaques, donc tous ces domaines scientifiques sont présents naturellement en France. Certains ne sont plus que d'autres. Et sont directement pertinents pour la cybersécurité. Mais il y a d'autres domaines qui sont, eux, un petit peu dans un deuxième cercle, qui sont un petit peu plus loin, ou pas uniquement destinés à la sécurité, comme les mathématiques, naturellement, la théorie de l'information, la complexité algorithmique, qui sont les domaines scientifiques qui sont sous-jacents à la cryptologie, la sémantique des langages de programmation, les méthodes formelles, donc tout ce qui concerne la vérification de correction de propriétés, non, pardon, la vérification des propriétés que certains logiciels prétendent avoir. Donc ça, c'est un aspect qui lui aussi est extrêmement important. Le génie logiciel, donc les méthodes de développement de code, en particulier de code qui a des aspects sécurité, la cartographie des systèmes d'information, ça relève aussi du génie logiciel, ce sont des choses qui sont utilisables dans le domaine de la cybersécurité. Naturellement, l'IA et l'apprentissage sont deux thèmes qui arrivent en force depuis quelques années. Donc l'IA en elle-même peut être utilisée pour attaquer des systèmes, pour défendre des systèmes. Et puis, il y a des enjeux de sécurité des systèmes d'IA eux-mêmes pour faire en sorte qu'ils protègent les données qu'ils incluent, sur lesquelles ils ont été entraînés, par exemple, qu'ils ne divulguent pas ces données, etc. Donc, il y a des vrais enjeux aussi internes à l'IA. Et puis, il y a des domaines scientifiques qui sont un peu plus, alors pas plus inattendus, parce que naturellement, on sait qu'ils sont utiles, mais tout ce qui est ergonomie, interface homme-machine, et plus généralement les sciences humaines et sociales, ces domaines scientifiques peuvent fournir des éléments de solution pour contribuer à développer des solutions de cybersécurité et donc résoudre des problématiques effectives. Alors, les objectifs du PTCC, donc très rapidement et en une phrase, alors qui est un petit peu longue, mais dans laquelle tous les mots sont importants, hein, il s'agit de faire émerger et de soutenir des transferts de technologies, de compétences et de connaissances depuis la recherche académique vers les cas d'usage, donc vers le monde réel, entre guillemets, comme on dit dans le monde de la recherche. Les cas d'usage, eh bien, c'est l'écosystème industriel qui fournit des solutions, mais ça peut être aussi des utilisateurs de solutions qui ont, des gens qui ont des problématiques de cybersécurité, des acteurs étatiques, par exemple, qui ont à concevoir des systèmes dans lesquels la cybersécurité est importante. Et on essaie de faire tout ça en complémentarité avec les accompagnateurs locaux. Alors le sens de ces différents morceaux de cette phrase, de nouveau un petit peu longue, va apparaître dans les différentes présentations qui sont à côté de cette vidéo et qui vont, pour ceux qui nous suivent en direct, être données juste après. Donc le petit schéma de droite nous indique un petit peu les différents modes d'action que l'on a. Donc on cherche à détecter naturellement des opportunités et des technologies issues de la recherche qui mériteraient d'être transférées et donc utilisées dans le monde réel, dans les applications. Stimuler éventuellement les opérations de transfert, donc inciter les gens à créer des entreprises, les chercheurs en particulier, à créer des entreprises, à les aider à un petit peu comprendre comment est-ce qu'ils doivent configurer leur système ou leur marché, ou comment est-ce qu'ils doivent aborder ces aspects-là. Donc, ça, c'est la partie accompagnement, notamment un accompagnement sectoriel qui est présenté dans le volet entrepreneuriat. Et puis, naturellement, on a des actions de financement
sur des projets, mais pas que, et tout ça va être présenté dans les planches qui suivent. Voilà. Pour schématiser un petit peu nos différentes opérations, en fonction de la maturité de la technologie, entre guillemets, issue de la recherche, en fonction de la maturité de cette technologie, on a différents outils qui permettent donc d'aider au transfert. Il y a des projets de pré-transfert ou de transfert, qui sont des projets qui vont être présentés dans un des... Comment dire, qui forment l'un des volets du programme. Mais il y a aussi un volet création de start-up et de bourse CIFRE. Lorsque les technologies sont disponibles, mais pas encore industrialisées, eh bien là, il y a des outils qui s'adaptent, qui s'appliquent directement à ces cas-là. La partie pré-transfert, c'est lorsque les choses ne sont pas tout à fait prêtes pour être transférées, des dispositifs qui sont là pour aider à une sorte de prématuration des technologies notamment, afin d'entrer ensuite dans un pipeline de transfert qui consiste ou bien en une création de start-up ou bien en un projet de transfert. Il y a un aspect formation dont j'ai dit il y a quelques minutes qu'il était important. Nous avons un volet spécifique sur ce sujet et il va être présenté naturellement dans la suite. Et puis, l'espèce de brique, de pilier, de soutènement, la plateforme sur laquelle tout ça s'appuie, eh bien, ce sont des actions qui consistent à apporter un soutien à l'émergence du projet, à la réalisation de projet, un soutien un petit peu plus concret que du financement, hein, des animations scientifiques qui sont organisées ici au campus cyber. On espère pouvoir les dérouler ailleurs en France, mais elles sont accessibles naturellement à tous. Et puis un laboratoire d'expérimentation qui s'appelle le Lab Cyber. Et donc ces deux aspects donnent lieu à un volet spécifique du projet qui va lui aussi être présenté par la suite. Alors, quand il y a du financement, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que les dossiers sont instruits, comment est-ce que tout ça se passe. Alors, je ne vais pas vous donner le déroulé des mécanismes d'instruction, mais en gros, vous avez ici toutes les briques qui constituent les instances du PTCC. Donc, nous sommes direction de programme, le rectangle vert. INRIA opère ce programme pour le compte de la communauté académique. Nous sommes aidés par un comité technique qui est constitué des représentants des partenaires académiques du programme. Et puis, nous faisons appel pour l'évaluation à des experts externes, de sorte à éviter les conflits d'intérêts. Donc, cette couche de base, cette première ligne, a pour mission d'assurer l'émergence. Donc, ça, c'est la direction de programme qui assure cette action-là. Et puis, l'instruction des dossiers, la préparation des dossiers. Lorsque les dossiers sont prêts, eh bien, ils sont présentés au comité des opérations qui, lui, prend une décision d'aide, d'apport d'aide ou de financement à ces projets. Et puis, tout ça est supervisé par un comité stratégique qui se réunit 2 fois par an et qui, lui, naturellement, définit les grandes orientations du programme. Voilà, l'équipe en question, vous la voyez ici sur ces 4 volets qui vont vous être présentés dans quelques minutes et qui sont disponibles, dans les vidéos de présentation sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je ne détaille pas, vous verrez les gens naturellement individuellement. Je reviendrai moi sur la partie projet de pré-transfert un peu plus tard. Je voulais aussi juste indiquer comment est-ce que vous pouvez nous contacter. Il y a une adresse email ptcc@inria.fr. Nous avons un site web que j'ai déjà mentionné, ptcc.fr, et nous avons des offres d'emploi. Donc, si vous souhaitez nous aider à notamment coordonner la partie projet ou bien à prendre part au développement du Lab Cyber et en particulier des plateformes de ce projet, ou bien nous rejoindre pour assurer l'office management ou bien la responsabilité administrative, vous êtes les bienvenus. Il y a un lien en bas de cette planche qui vous indique quelles sont les offres. Vous simplement utilisez un filtre PTCC, par exemple, pour accéder directement aux offres en question. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis Agnès Ansari, je suis responsable du volet formation du PTCC que je vais vous présenter maintenant.
Donc, dans ce volet formation, on s'est fixé 3 objectifs principaux. La construction d'une offre de formation adossée à la recherche. Donc, c'est une offre qui est issue des partenaires académiques et qui inclut donc le développement de nouveaux contenus. Donc, on prévoit dans ce cadre soit des modules de formation je dirais assez classiques, des MOOC ou des IPOC qui sont des applications pour les téléphones mobiles. Et donc, on se place dans le cadre de la formation continue et on vise des formations courtes, c'est-à-dire des formations qui vont de quelques heures à quelques jours. Le deuxième objectif, c'est un objectif de diffusion de ces formations, c'est-à-dire diffusion dans le sens promotion, communication de cette offre de formation. Et puis, un troisième objectif est la construction d'une offre de formation sur CyberRange. Donc, je vais prendre donc un par un ces objectifs et vous les détailler plus précisément. Donc, on va commencer par l'offre de formation adossée à la recherche. Donc, il s'agit ici de développer de nouveaux contenus pédagogiques. On se place dans le cadre donc, de formation adossée à la recherche, donc des formations qui sont des formations de pointe pour la cybersécurité. On est donc dans le cadre de la formation continue et ces formations sont à destination des entreprises ou des organismes publics. Elles ciblent plus précisément les ingénieurs des R&D, les chercheurs, les développeurs des startups, avec quelques formations qui visent aussi les dirigeants ou les managers des entreprises et des organismes publics. Donc, l'objectif de cette offre, c'est d'exploiter les compétences et les savoirs qui sont issus de la communauté académique, et en particulier tout ce qui est technologie, tout ce qui est logiciel open source développé au sein de la recherche publique. Donc, des formations courtes, avec plusieurs formats possibles, des formations état de l'art qui présentent une thématique, une vision sur une thématique donnée à un instant donné, des formations qui concernent plutôt des technologies spécifiques, et des formations plutôt liées aux enjeux concernant une technologie particulière, donc plutôt à destination des dirigeants d'entreprise, par exemple, et des formations sur mesure. Alors, comment se positionne le PTCC dans ce cadre-là? Donc, le PTCC va coordonner en fait le montage de cette offre de formation et il va accorder des financements aux établissements, donc pour plusieurs, dans le cadre de plusieurs offres, plusieurs types de formations, donc des modules de formation, la création de MOOC. On prévoit 2 MOOC et un IPOC pour sur l'ensemble de la durée du programme. Et on finance aussi un kit de communication qui va être associé donc pour chacun des modules créés, donc que ce soit les modules de formation, les MOOC ou l'IPOC. Donc comment tout cela fonctionne? En fait, on propose en fait, on lance un certain nombre d'appels à propositions successifs sur toute la durée du programme. Donc, le premier appel à proposition a été publié fin septembre. Il est toujours en cours et il se clôture donc début 2025. Donc, il est tout à fait possible de soumettre des demandes de financement, sachant qu'il y aura au total 3 appels à proposition toute la durée du programme, et donc les 2 autres seront en 2025. En contrepartie de ce financement, on demande que la mention du financement du PTCC soit indiquée sur tous les supports et tous les aspects de communication. Et on demande aussi en fait que tout ce qui va être produit dans le cadre du programme soit accompagné d'une licence qui permette en fait au moins l'utilisation de ces supports par les organismes de formation du secteur public dans le cadre de la formation initiale.
Donc, je passe au deuxième objectif, hein, l'objectif de diffusion de ces formations, donc de la promotion. Donc, le PTCC finance un kit de communication qui est constitué en fait de trois éléments. Un descriptif marketing de la formation, un post et visuel pour les réseaux sociaux et une vidéo courte de présentation de la formation. Donc ce kit est financé par le PTCC, mais son utilisation reste totalement libre. On recommande de l'utiliser, mais ça reste libre. La dispense par ailleurs, donc le fait de jouer réellement les formations est libre et elle sort du cadre du PTCC, elle n'est pas financée par le PTCC. Par ailleurs, les contributeurs à ces actions bénéficieront donc de tout ce qui est communication du PTCC et donc notamment les actions qui vont permettre de rendre visible cette offre issue donc cette offre commune issue de tous les partenaires, et va assurer aussi la promotion de cette offre à travers des événements, le réseau des campus cyber ou encore la plateforme Campus Cyber Évolution, sur lequel en fait auquel le PTCC a contribué. Donc le troisième objectif concerne la construction d'une offre sur CyberRange. Donc concernant le CyberRange, il y a deux financements possibles pour la création de ces formations particulières au CyberRange. Donc dans le cadre des appels à propositions de modules de formation, donc c'est ce dont je viens de vous parler, donc dans le cadre des formations adossées à la recherche, il peut y avoir aussi le cas de formations adossées à la recherche qui inclut l'utilisation du CyberRange. Et puis on prévoit aussi donc le développement d'une offre spécifique non adossée à la recherche, issue de contributeurs de la communauté académique et qui va viser en fait la création de supports de formation et de scénarios et de supports de formation, avec là, dans ce cadre, une redistribution publique sous licence libre. Alors, on me pose toujours un certain nombre de questions quand je présente en fait ce volet formation, et donc j'ai repris un certain nombre de ces questions ici. Donc, de savoir qui reçoit le financement du PTCC. Donc, il s'agit le PTCC verse le financement à l'employeur de l'auteur. Donc, les auteurs sont en général des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. L'intervenant, alors comment est rémunéré l'intervenant dans ce cas-là? Donc, l'intervenant est rémunéré personnellement, lui, par l'organisme de formation continue qui va se charger de la commercialisation. Et donc, ça va être au moment de la dispense de la formation. Et le PTCC va agir en promouvant l'offre de formation et donc va favoriser en fait le recrutement des apprenants, qui va bénéficier donc directement à l'intervenant en multipliant le nombre de dispenses de formation potentiellement. Alors, après, une autre question, comment se passe la création du kit de communication? Donc, une fois en fait un projet de formation sélectionné et donc l'auteur aura un laps de temps pour produire ce support, et le kit de communication va être créé par le prestataire de communication du PTCC en concertation avec cet auteur et l'organisme de formation continue en charge de la commercialisation de la formation. Une autre question concernant les aspects juridiques, comment le PTCC gère-t-il les aspects juridiques liés au support produit, donc que ce soit les droits d'auteur, la propriété intellectuelle ou l'aspect licence, dans le cadre
spécifiquement de l'offre de formation adossée à la recherche. Donc là, le PTCC n'intervient pas du tout sur les droits d'auteur ni sur les droits patrimoniaux. Par contre, le PTCC demande que les supports de formation soient accompagnés d'une licence qui permette l'utilisation de ces supports par les organismes de formation du secteur public dans le cadre de la formation initiale. Voilà. Bonjour à tous, donc je prends la suite de la présentation et je vais commencer par me présenter. Donc je suis François Tessier, je suis en charge du volet entrepreneuriat du PTCC. Vous avez mes coordonnées sur cette page et je vais vous développer les actions du PTCC en faveur de l'entrepreneuriat. Comme il a été présenté en introduction de cette présentation, on a une action qui est assez forte en termes d'émergence de nouveaux projets. Côté entrepreneuriat, notre rôle est aussi de développer les flux, puisqu'aujourd'hui, le constat est que le nombre de projets de start-up qui émergent au sein de start-up cybersécurité qui émergent au sein des territoires est relativement faible. Et donc, notre premier objectif, c'est d'être présent aux côtés des acteurs locaux, que ce soit des accompagnateurs, que ce soit des acteurs au sein des pôles universitaires d'innovation, au niveau des instituts de recherche ou des écoles. C'est d'être déjà très présent sur le terrain, d'aller à la rencontre de toutes ces équipes de recherche, des équipes des grandes écoles, des universités, de soutenir leurs événements locaux, et puis de co-organiser avec eux des actions de sourcing de projets. Également, notre rôle, c'est d'être à leur côté pour leur apporter un appui à l'accompagnement et à l'émergence de nouveaux projets en termes de start-up de cybersécurité. Le constat est que ces accompagnateurs qui généralement voient passer peu de projets dans la cybersécurité ne sont pas spécialisés sur le secteur. Et donc, c'est cet aspect-là qu'on va leur apporter, notamment en les acculturant aux spécificités du secteur, en partageant de la veille, en partageant des opportunités, notamment des possibilités de pitcher sur des événements, en apportant un support technico-économique. Ça peut être de participer avec eux à des réunions avec des porteurs de projets, et puis les connecter aux acteurs nationaux de la cybersécurité. L'objectif de tout ça, c'est de générer plus de projets de création de start-up ou de projets de transfert. Et une fois que ces projets sont détectés, notre rôle est également de venir les accompagner. Alors, des accompagner à deux niveaux, des accompagner en création, donc de l'idée à la création de la start-up, par un certain nombre d'actions qu'on va développer. Et puis, une fois que ces sociétés sont créées, de leur apporter un soutien dans le transfert de technologies entre des laboratoires et ces structures. Alors, sur l'accompagnement, je dirais, anté-création, c'est-à-dire avant la création, on a mis en place un dispositif d'accompagnement qui va permettre d'apporter un appui stratégique sur les thématiques de la cybersécurité. Donc, on va régulièrement rencontrer les porteurs de projets pour réfléchir avec eux et aux côtés des accompagnateurs locaux sur la stratégie, le positionnement, l'accès au marché du produit qui va être développé. On va aussi connecter tous ces porteurs de projets aux experts qui vont leur permettre d'accélérer leurs projets, de les connecter très vite à des utilisateurs potentiels et qui va leur permettre d'identifier les bons cas d'usage et d'itérer plus vite sur leurs projets. Et puis, on peut également leur apporter un support logistique grâce au poste de travail, au lab cyber dont nous disposons au campus. Dans un certain nombre de cas, on va être aussi en capacité d'apporter un financement et un accompagnement complémentaire à ces projets via une structure qui s'appelle INRIA Startup Studio. Et donc, les projets qui vont rentrer dans ce processus, je dirais, renforcé,
vont pouvoir bénéficier de la prise en charge du salaire des 2 porteurs de projet pendant 1 an, en création, et d'un accompagnement complet sur les volets entrepreneuriaux génériques. Maintenant, pour les entreprises et les startups qui sont déjà créées, notre rôle va plutôt aller dans le sens de développer des opérations de transfert entre ces startups et le monde académique. Et ça, on le fait de 3 façons. Je vais en développer plutôt plus une, puisque les 2 autres vont être développées au cours d'autres présentations. Donc, le Lab Cyber, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sera développé plus tard, mais grosso modo, c'est de permettre d'accéder aux moyens techniques du Lab Cyber pour ces startups et projets startups. Le dispositif que je vais développer, c'est le soutien au dispositif CIFRE, justement. Et puis le 3e axe qui sera développé dans le cadre d'une présentation ultérieure, qui sont les projets de transfert. Et donc, pour ce qui est du dispositif CIFRE, quand on a créé ce dispositif, en fait, on a voulu créer une nouvelle marche un peu plus facile d'accès pour des jeunes startups, des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la recherche, leur permettre d'accéder plus facilement et plus simplement au monde de la recherche. Et on a choisi de le faire en facilitant l'accès au dispositif CIFRE. Donc, pour synthétiser, le dispositif CIFRE, c'est l'accueil d'un doctorant pendant 3 ans au sein d'une entreprise et dans le cas au sein d'une start-up. Ce doctorant va travailler sur un sujet de R&D en même temps qu'il réalise sa thèse et donc va réaliser une mission de recherche pour la start-up. Donc nous, ce qui va être éligible chez nous, ce sont les jeunes entreprises, enfin plutôt les jeunes startups, en tout cas les entreprises de moins d'une trentaine de personnes environ, qui vont travailler sur des sujets de cybersécurité. Et les structures qui vont pouvoir encadrer le doctorant, ça va être tout type de laboratoire ou d'équipe de recherche membres d'une école doctorale. Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter l'accès à ces bourses CIFRE? On va pouvoir financer jusqu'à 50% des coûts d'encadrement du laboratoire sur 3 ans. Alors, il faut savoir que globalement, les laboratoires facturent entre 40 et 50 000 euros sur 3 ans l'encadrement du doctorant. Donc, nous, on va financer jusqu'à la moitié de ce coût-là en le versant directement au laboratoire, avec une aide donc qui est plafonnée à 24 000 euros. Et comme c'est un produit d'accès au monde de la recherche, c'est un dispositif qui est simple, avec un dossier qui est en fait le dossier ANRT, donc l'entreprise normalement a déjà fait pour obtenir sa bourse CIFRE, et le devis d'encadrement du laboratoire, avec une instruction qui est faite par les instances du PTCC, mais qui est tout de même assez courte. Voilà sur les dispositifs qui sont spécifiques à l'entrepreneuriat au sein du PTCC. Pour le transfert, donc les projets de transfert vont être développés ultérieurement et le Lab Cyber également. Et donc, je voulais finir par quelques questions qui peuvent se poser suite à cette présentation. Et notamment, quels sont les critères d'éligibilité d'un projet startup? À partir de quand on va considérer que c'est intéressant et qu'on va choisir de l'accompagner? Il faut tout simplement que le projet présente un lien ou un lien potentiel fort avec la recherche, soit à travers son objet, soit à travers ses porteurs. Donc typiquement, ça peut être des porteurs qui sont issus de l'univers du monde de la recherche, mais ça peut être aussi un projet porté par des gens qui ne viennent pas de la recherche mais de l'industrie, mais dont on pense qu'un lien très rapide avec la recherche peut être établi. Le lien, l'autre question qui se pose, puisque le Startup Studio de l'INRIA existe depuis un certain temps et qui a une certaine notoriété dans l'écosystème, le lien entre nous et ce Startup Studio, le lien est que lorsque c'est pertinent, le PTCC peut apporter un financement aux porteurs de projets sous forme de rémunération aux porteurs de projets. Donc, c'est le PTCC qui va financer le Startup Studio pour pouvoir rémunérer les porteurs de projets. Et dans ce cas, le projet doit donc intégrer l'INRIA Startup Studio, bénéficier de l'accompagnement du Startup Studio et il va bénéficier en plus
de l'accompagnement sectoriel du PTCC. La troisième question, c'est est-ce qu'on peut héberger des équipes? Oui, tout à fait, on peut héberger des équipes dans nos locaux du campus cyber de la Défense. Ça peut être des porteurs de projets de start-up qui sont accompagnés, mais ça peut également être des équipes de start-up nouvellement créées. Donc là, on est post-création, mais des entreprises très très jeunes pour lesquelles il y aurait un lien avec la recherche. On peut également mettre en relation avec les équipes des campus régionaux. Deuxième série de questions qui va être assez courte, qui concernent les projets de transfert et les bourses CIFRE. Et la première question qui vient assez souvent, c'est est-ce que l'entreprise doit avoir déjà identifié son laboratoire partenaire? Alors, effectivement, quand c'est le cas, c'est plus simple et plus rapide pour tout le monde, mais ce n'est pas nécessaire. On a dans nos missions aussi le fait de pouvoir identifier le bon laboratoire, de mettre en relation, et puis derrière, qu'une collaboration puisse s'engager si la relation se crée et que elle arrive à progresser et qu'on trouve des sujets concrets à faire ensemble. Et puis la dernière question, mais finalement qui vient un petit peu trop tôt parce qu'elle est en rapport avec un dispositif qui va vous être présenté un petit peu plus tard. C'est les spécificités des projets de transfert lorsque l'industriel est une start-up. Donc en 3 mots, le projet de transfert que je n'ai pas encore présenté, qui sera présenté plus tard, c'est financer un projet de collaboration entre un laboratoire et une entreprise sur un projet qui soit relativement ambitieux, sur un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros en général, 1 à 2 ans. Donc, on est sur le haut de gamme du transfert. Ce dispositif prévoit la capacité de financer en partie l'entreprise. Et lorsque c'est une start-up, finalement, ce qui se passe, c'est que le taux d'aide côté entreprise est à son maximum, soit 45% des dépenses éligibles, avec une aide qui est plafonnée à 100 000 euros côté entreprise. Voilà, je ne vais pas commenter ça, mais c'est quelques exemples d'entreprises qui ont été accompagnées par le PTCC, soit sur le volet création, soit sur le volet transfert. Et je vais passer la parole à Michel Moni, qui va vous parler justement des projets de pré-transfert et des projets de transfert. Sur YouTube, n'hésitez pas. Merci. Bonjour, donc je suis Michel Moni, alors directeur exécutif du PTCC, mais j'assure l'intérim de la coordination des projets de recherche et de transfert. Alors, ça c'est l'intitulé original de cette fonction, pour laquelle, comme on le verra à la fin de cette présentation, nous cherchons des candidats. Donc, rejoignez-nous ou écoutez bien, ça peut vous intéresser. Je vais vous parler donc de projets de ce qu'on appelle maintenant de pré-transfert et de transfert. L'objectif dans le cadre du PTCC, c'est naturellement, comme ça a été dit dans les autres présentations, de procéder au transfert effectif de technologies depuis la recherche vers l'industrie ou les cas d'usage en général. Donc avec l'expérience, on a remarqué que lorsque la technologie est prête dans les laboratoires et souhaitée, enfin reconnue, disons comme telle, par les industriels, et pour les transferts se passe bien. Mais dans quelques cas, la technologie n'est pas totalement mature, sa valeur technique, économique n'est pas complètement comprise au moment où on commence le projet. Et donc, on a mis en place, ou on est en train de mettre en place, pour être précis, un nouveau type de projet qui s'appelle des projets de pré-transfert. L'idée, c'est un laboratoire, typiquement avec l'aide éventuellement d'acteurs industriels ou étatiques, identifie une technologie prometteuse, issue de la recherche bien sûr, dont la recherche a été faite. Il ne s'agit pas de lancer de grandes actions de recherche dans ce cas-là. En gros, on y est presque, mais il faut encore ou bien finaliser la recherche encore. Il y a des aspects qui n'ont pas été suffisamment expliqué, compris pour procéder au transfert, ou bien on a besoin d'expérimentation pour comprendre un petit peu quelle est la valeur technologique de pour éprouver un petit peu la technologie, et puis surtout, globalement, d'avoir une analyse qu'on appelle technico-économique de valeur, entre guillemets. Alors je m'évite ce mot, mais l'idée c'est vraiment de dire
de mettre en place un dispositif qui permette à ces technologies, dans les laboratoires, de prématurer de sorte à être ensuite transférables. Donc en gros, et je vais y revenir tout à l'heure, il s'agit de mettre en place ce dispositif pour attribuer un passeport de transférabilité, si j'ose m'exprimer ainsi, sur ces technologies. Ça, c'est le premier type de projet. Et le second type de projet, qui lui maintenant est classique, ce sont des projets de transfert, donc j'ai déjà évoqué, mais très rapidement, la recherche elle est faite. Donc en gros, il n'y a plus de recherche à faire, il n'y a pas de postdoc notamment à embaucher sur ce type de projet. La technologie et les cas d'usage sont identifiés. Les projets, du coup, sont portés par un consortium de partenaires, publics ou privés. Ce qui est important, c'est que les chercheurs soient représentés dans ce partenariat et naturellement aussi les cas d'usage. Et ça peut être des acteurs privés ou des acteurs étatiques, je vais y revenir. Là, ce sont des projets qui sont cadrés, hein, c'est entre 12 et 24 mois et 600 000 € maximum. Je vais y venir, j'ai une planche pour chacun de ces types de projets. Donc, je reviens sur le pré-transfert, donc c'est vraiment un petit peu plus en amont du transfert, mais pas très loin. L'idée, c'est que on met en place un dispositif de financement qui permet essentiellement de financer les laboratoires. Hein, donc vous êtes chercheur dans une équipe de recherche, vous avez une technologie chez vous dont la recherche a été quasiment faite, mais qui a besoin d'un certain nombre d'éléments pour, en gros, valider l'opportunité ou la pertinence de lancer une opération de transfert. Donc, finaliser, expérimenter ou évaluer. Donc là, on a mis en place, ce dispositif est en cours de mise en place, hein, comme vous le voyez, le post-it qui apparaît en haut de votre écran. L'idée, c'est de publier cet appel à projet dans les semaines qui viennent, et idéalement courant janvier 2025. Cet appel à projet, dans les grandes lignes, il appellera donc des projets, comme je l'ai indiqué, avec des consortiums de partenaires, publics ou privés, mais essentiellement publics. Il faut au minimum un partenaire, donc les contraintes sont très très faibles. Et naturellement, c'est un acteur académique qui sera le porteur de ce projet. Des acteurs qui représentent les usages de cette technologie peuvent être associés au projet, mais a priori, on n'a pas l'intention de les faire financer. C'est plutôt un travail de prématuration que l'on va financer dans les laboratoires de recherche. Ce sera un appel à projet permanent et comme pour l'autre type de projet, hein, et comme pour la plupart de nos actions, il y a un accompagnement qui est fourni par l'équipe du PTCC. Donc on accompagne les porteurs depuis l'idée du projet jusqu'à la validation. L'idée, c'est qu'on participe à toutes les étapes du projet, depuis la rédaction des dossiers jusqu'à la validation, voire même au suivi, dont on ne parle pas ici dans cette présentation, mais naturellement qui est aussi présent. Les résultats de ces projets, c'est une technologie, cette fois-ci, qui est apte à être transférée d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par un projet de transfert du PTCC, ça peut être par un projet de transfert d'un autre dispositif, ou bien une création de start-up, là aussi, PTCC ou autre dispositif. L'idée, c'est que ces technologies sortent, ou que les partenaires de ces projets sortent du projet avec comme résultat un espèce de passeport pour le transfert de la technologie en question. Les paramètres du système restent à fixer, mais on est parti sur des durées de financement qui vont de 6 à 18 mois, donc il faut tout de même travailler un petit peu, donc 6 mois c'est le minimum, 18 mois ça devrait suffire pour prématurer, sachant qu'après il y a une opération de transfert. Le niveau de maturité, c'est prendre quelque chose qui est dans le laboratoire et puis qui est encore au niveau, alors un peu mieux testé, donc TRL 3 ou 4 si on veut, ça reste au niveau du laboratoire. Hein. La maturation, c'est une étape ultérieure à ces projets que l'on espère naturellement en cas de succès. C'est un financement qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas pour le moment fixé de maximum. L'idée, c'est que naturellement, on finance un certain nombre de choses, des salaires et des charges de personnel, on finance l'analyse technico-économique, et elle sera probablement externalisée parce que les compétences souvent ne sont pas dans les laboratoires pour procéder à ces analyses. Il y a des cabinets dont c'est le métier de faire ça. Donc l'idée, c'est de financer cette analyse par les cabinets en question. Et naturellement, il y a un peu de fonctionnement qui est possible, genre petit équipement ou déplacement lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est pour la partie pré-transfert. Donc c'est coming soon, real soon now, mais il faut attendre encore quelques semaines.
Les projets de transfert, quant à eux, là, c'est un dispositif qui est rodé, comme je l'ai dit. On a déjà une petite dizaine de projets qui ont été validés et lancés, ou certains en cours de lancement. On en attend d'autres. Hein. Il n'y a pas de nombre à atteindre. On avait fixé 20 ou 25 projets. On pourra en accepter plus, puisque la plupart des projets ne demandent pas le maximum du financement autorisé. Du point de vue temporel, le PTCC, la fin actuelle est prévue pour la fin 2028, donc on a aussi du temps pour s'y mettre. Là, on est en phase un petit peu industrielle de ces projets, donc vraiment, apportez-nous un dossier, contactez-nous et on vous aide à monter le dossier et on a un mécanisme d'instruction et de validation qui est maintenant totalement éprouvé. Ces projets-là, ça consiste cette fois-ci en la réalisation d'objets technologiques effectifs, donc de transferts effectifs. Alors, pas forcément vers des produits en fin de projet, mais le chemin vers les produits doit être compris, expliqué dans le dossier, entre le résultat du projet et les produits éventuels. Le consortium de partenaires, c'est public, privé ou étatique. Hein, donc, il faut des acteurs publics, naturellement, qui représentent la recherche. Hein, c'est eux qui ont la technologie dans leur jardin ou sur leur étagère. Les acteurs publics et privés ou étatiques, eux, sont là pour justement représenter les cas d'usage. Le porteur de ces projets est académique, comme dans le premier cas, mais naturellement, ça n'apporte pas de contraintes très fortes sur les autres partenaires. C'est là aussi un appel à projet permanent avec un accompagnement que l'équipe du PTCC vous propose. Il suffit donc de nous contacter pour qu'on discute avec vous de l'opportunité de mettre en place un projet, qu'on discute avec vous du paramétrage de ce projet, de son périmètre, et naturellement qu'on vous aide à monter le dossier et à le faire valider. Les paramètres de ces projets sont un petit peu différents des projets de pré-transfert, naturellement. La durée des projets, c'est entre 12 et 24 mois. Le niveau de maturité, naturellement, est un peu plus fort en fin de projet. Hein. On part de 3 dans les laboratoires et on arrive à 4, de 4 à 6, disons, en fin de projet. De nouveau, ce ne sont pas des produits, mais les produits, s'il en est, enfin, s'il est question de faire des produits à terme, le cheminement, le développement de ces produits doit être expliqué. Et naturellement, ce sont les entreprises industrielles qui se chargent eux-mêmes de faire ce développement. Le financement, donc pour un projet de 2 ans, disons, le maximum, c'est 600 000 euros. On finance de la même façon que dans les appels à projets précédents, des salaires et des charges de personnel. Il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de gros matériel dans ce type de projets qui sont financés. Donc, salaire et charges, plus des missions, donc un peu de fonctionnement pour les partenaires publics, hein, ceux qui sont financés à coût marginal. Les partenaires industriels sont financés dans le cadre de ces projets, naturellement en fonction de l'apport effectif d'énergie et des moyens qu'ils mettent dans le développement du projet. Et donc, c'est un pourcentage de leur coût complet qui peuvent être bénéficier de l'aide qui vient de l'ANR. Et cette aide, dans ces appels à projets, est limitée à 100 000 euros. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les industriels impliqués dans les projets soient motivés par la technologie et pas uniquement par le montant de la subvention. Voilà. Alors, là aussi, il y a un certain nombre de questions qui se posent traditionnellement parce que les présentations sont rapides. Naturellement, on ne dit pas tout et donc il y a des détails ou des choses qui peuvent passer inaperçues dans la présentation. Donc, je vais présenter un certain nombre de questions qui sont là aussi les questions fréquemment posées. Et certaines ont déjà été abordées dans d'autres parties de cette présentation et donc dans les vidéos qui en résultent. Première question, le PTCC peut-il aider à la mise en relation avec les partenaires? Donc la réponse est oui. Donc ça fait partie de nos missions. Il faut comprendre que c'est difficile comme tâche, mais on est là pour aider et on a déjà quelques succès sur ce plan-là. Donc voilà, n'hésitez pas, on sait faire, mais c'est difficile. Il y a des tas de planètes à aligner pour que les choses débouchent sur, par exemple, un projet de transfert. Est-ce qu'il y a une différence entre les partenaires industriels ou les partenaires étatiques? Eh bien, en fait, non. Ils jouent le même rôle dans les projets, hein, ils représentent les cas d'usage. En revanche, un partenaire industriel peut être financé si, naturellement, il contribue effectivement au projet, alors qu'un partenaire étatique, en général, il ne sera pas financé. Voilà. Bon, on peut discuter au cas par cas, mais c'est la différence essentielle. Et du point de vue de
de la pertinence de montage de ces projets, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'un projet de transfert ou de pré-transfert peut concerner un logiciel open source? Donc la réponse est oui. Alors dans les appels à projets de transfert, on l'a écrit explicitement et maintenant on fait attention à bien le mentionner. Naturellement, ce n'est pas n'importe quel projet open source qui peut être soutenu dans ce cadre-là ou dont le transfert peut être soutenu dans ce cadre-là. Il faut que le projet open source ait une certaine maturité, il faut qu'il ait une certaine communauté de développeurs, d'utilisateurs, que cette communauté soit active, qu'elle soit relativement conséquente. Donc on évalue un petit peu ces éléments-là. On évalue les instances du PTCC, évaluent ces éléments-là pour justement évaluer de la pertinence, mais les logiciels open source sont les bienvenus et en termes de cybersécurité, ils présentent des avantages comme chacun sait. Les aspects propriété intellectuelle, comment est-ce que c'est géré? Alors, il y a une chose à comprendre et qui est vrai aussi dans d'autres dispositifs du PTCC, c'est que nous n'intervenons pas en tant que partie prenante dans ces considérations. Nous n'avons pas d'intérêt financier à défendre, pas de part à prendre, de royalties à collecter. Et donc, nous laissons les partenaires gérer, construire naturellement des accords de propriété intellectuelle entre eux. Dans certains cas qui sont rares, le PTCC, donc les instances du PTCC, souvent, peuvent, mais vraiment dans des cas très rares, formuler une demande aux partenaires de sorte à préserver l'intérêt général. Lorsque on voit un risque que des laboratoires, par exemple, pourraient ne plus pouvoir travailler sur tel ou tel sujet, eh bien, dans certains cas, les instances peuvent émettre des avertissements ou avoir des recommandations, émettre des recommandations aux partenaires pour que ces aspects-là soient éventuellement pris en compte, équilibrés. Voilà. Mais naturellement, si les partenaires sont d'accord pour qu'une technologie soit transférée et opérée, commercialisée par un partenaire industriel, ça nous va très bien, il n'y a pas de difficulté. Quelle est la date limite de soumission des propositions de projet? Alors, il n'y a pas de date limite. Les appels à projets de transfert et de pré-transfert qui sont à publier, c'est ouvert en permanence tant qu'il reste des fonds dans le programme et tant que le programme est ouvert, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin 2028. Et cette limite peut être repoussée en fonction de décisions qui ne seront pas les miennes, qui dépendent plutôt du gouvernement ou du ministère. L'appel à projet de pré-transfert, quand sera-t-il publié et quelle est la limite des financements qui seront disponibles dans ces projets? Donc, nous visons une publication au début janvier 2025. Voilà, alors ça peut être fin janvier si les plannings sont un petit peu trop chargés, mais vraiment on vise le début 2025. C'est important pour nous de lancer ces appels rapidement parce que entre ces appels de pré-transfert et naturellement les appels à projets de transfert, il y a un pipelining, une séquence qu'il convient de permettre et donc il faut qu'on travaille relativement rapidement. Il n'y a pas de limite a priori de financement attribué. Naturellement, les demandes financières, elles sont justifiées et on finance des salaires et donc il faut naturellement lister des ressources humaines pour mettre sur ces projets et on va juste considérer les ressources humaines qui sont nécessaires plutôt que de mettre une limite arbitraire au financement. Voilà, donc j'en ai fini pour ces questions. Donc sur ce projet en particulier, sur ce volet du programme, pardon, nous recrutons un coordonnateur des projets dits de recherche et de transfert. Si vous avez une expérience de la recherche, si vous connaissez la cybersécurité, si vous avez envie de participer à des programmes comme le nôtre, eh bien écoutez, contactez-nous, rejoignez-nous, on sera ravis de vous accueillir. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter le volet 5 du programme de transfert au campus cyber qui s'intitule Service à l'écosystème, un volet qui contient le laboratoire d'expérimentation, l'animation scientifique et la communication. Alors, moi, je suis Rodrigue Germani, je suis responsable de ce volet au sein du programme de transfert au campus cyber. Donc, vous avez mes coordonnées sur cette planche.
Alors, qu'est-ce que le laboratoire d'expérimentation? Donc, c'est un laboratoire qui a été mis en place au niveau du programme pour répondre à un certain nombre de besoins que pourrait avoir l'écosystème en matière d'expérimentation. Donc, ce laboratoire dispose d'un certain nombre d'outils, de matériel qui permet aux utilisateurs et à ceux qui veulent développer leur expérimentation sur certains sujets de la cybersécurité, de disposer de matériel qui sont de matériel de type fabrication additive dans le domaine de l'impression 3D, du matériel pour tester des composants physiques, des composants électroniques, des bandes tests, du matériel pour faire des cartes électroniques, pour faire du prototypage électronique. On verra dans le cadre de certains projets, nous avons utilisé un certain nombre de matériels justement dans ce cadre. Donc, ça permet de fournir à l'écosystème tout un ensemble de moyens qui leur permet justement de réaliser leurs prototypes dans le cadre du rapprochement cybersécurité et matériel. Nous avons aussi du matériel pour modéliser les réseaux. Donc, modéliser les réseaux au type SDR, donc Software Defined Radio, donc c'est du logiciel radio sous logiciel, des outils de modélisation qui vont nous permettre, par exemple, de modéliser des réseaux Wi-Fi, de modéliser tout type de réseaux, de pouvoir identifier les failles qu'on pourrait avoir sur un certain nombre de protocoles qui sont utilisés sur ces réseaux, de les mettre en visibilité. Voilà. Nous avons aussi un CyberRange, donc c'est un outil de modélisation et de simulation qui permet de modéliser des topologies de réseaux sur lesquels nous pouvons faire jouer des scénarios d'attaque sur les réseaux, entraîner les équipes de cybersécurité des organisations, faire monter en compétence les personnes. Donc, nous avons au sein de ce lab la possibilité de nous mettre à disposition ce CyberRange pour l'écosystème du PTCC, du campus cyber. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ce lab cyber, il est aujourd'hui opéré, donc c'est un outil du programme de transfert au campus cyber. Donc, il est animé par l'Institut for Future Technology, qui est une entité de Vinci. Donc, il met à disposition des ingénieurs de recherche pour participer à cette animation. Nous avons mobilisé un certain nombre d'experts dans notre communauté qui nous permettent justement de faire de la prescription des projets de recherche, des experts qui peuvent venir du monde académique, du monde industriel, du monde institutionnel. Nous avons aussi une communauté d'utilisateurs qui sont connectés à notre écosystème, plus de 120 personnes qui sont connectées aujourd'hui à l'écosystème du Lab Cyber, pour lequel nous avons un certain nombre de projets que nous pouvons mener avec eux. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place dans ce Lab Cyber aussi? Nous avons mis en place une interface qui permet à chacun des utilisateurs potentiels de voir une liste de machines, de matériel physique que nous avons. Donc, vous avez la possibilité de réserver ces machines. Nous avons des fiches descriptives de toutes ces machines et vous avez aussi le support de l'équipe du Lab Cyber qui peuvent vous aider à les utiliser dans le cadre de nos expérimentations. Alors, en ce qui concerne les projets, donc les projets qui sont menés, donc nous avons un focus voulu au niveau de ce lab, puisque l'Institut for Future Technology, qui sont très habitués à tout le processus de Fab Lab en général, mais nous avons voulu instancier ce volet accompagnement sur les projets de cybersécurité. Donc, nous avons un travail de densification des équipes sur le volet cyber. Donc, ça permet aux industriels de venir tester, de travailler la modélisation, de valider les produits, de sensibiliser leur équipe sur le volet de la cybersécurité. Et nous avons comme ambition au sein de ce lab de mettre en place un certain nombre de démonstrateurs qui pourraient montrer justement le lien entre le volet cybersécurité et le volet matériel. C'est vrai que lorsqu'on est dans un programme comme le programme de transfert du campus cyber, on parle souvent de logiciels. Donc, nous avons voulu aussi travailler le volet matériel, la cybersécurité du matériel. Et ça, c'est un peu l'objet de ce lab. Et nous espérons aussi dans ce laboratoire connecter l'ensemble de l'écosystème de nos partenaires, ceux qui ont des laboratoires du même type, pour justement bénéficier des bonnes pratiques et de pouvoir développer des projets à forte valeur ajoutée pour l'écosystème. Alors, les projets nous avons défini un certain nombre de thématiques aujourd'hui dans ce laboratoire. Donc, nous avons la sécurité des composants, la sécurité des communications et des protocoles, la sécurité des architectures, mais aussi, comme Agnès a pu le mentionner sur le volet formation, il y a le volet formation du programme qui peut aussi travailler sur tout un ensemble de scénarios qui peuvent permettre de créer des modules de formation dans le cadre de la sensibilisation.
Donc ça, ce sont des sujets aussi que nous mettons à disposition CyberRange pour cet effet. Et les projets qui arrivent, ce sont des projets duals, donc à la fois civils et militaires. Nous pouvons aussi travailler sur le volet cybersécurité matérielle. Alors, j'ai pas fait un slide sur répondre à des questions spécifiques, mais on peut déjà dire en matière d'éligibilité, qui peut accéder à ce lab cyber aujourd'hui? Ce sont les membres du campus cyber ou son réseau de partenaires. Pour pouvoir y accéder, nous avons une charte au niveau du lab cyber. Il faut adhérer à notre charte pour pouvoir y adhérer, pour pouvoir accéder au lab. Donc, quand vous avez une idée de projet, donc nous allons mettre en place une fiche projet type sur notre site internet et vous pouvez y accéder et vous développez votre projet, vous envoyez un mail au labcyber@ptcc.fr. Donc, il y a une phase de préinscription qui est faite au sein des équipes de recherche du Lab Cyber avec le support des experts qui peuvent être connectés à nous, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous conseiller sur l'importance du sujet. Donc, comme critère d'éligibilité, nous avons identifié le lien avec la recherche, l'importance du sujet pour l'écosystème de cybersécurité, la thématique qui est définie, l'importance de la thématique et aussi le budget qui va être associé à ce projet. Et une fois que la phase de préinscription est faite, donc l'instruction du projet est faite au sein de la direction du programme pour donner une validation, un go pour l'exécution du projet au sein du lab. Donc, les équipes du lab vont faire le suivi, le reporting en fonction des éléments qui sont définis dans le déploiement du projet. Donc, concernant les durées aujourd'hui, donc sur les premiers projets qu'on a eus, donc on observe des demandes pour des durées moyennes entre 6 mois et 1 an. Donc, on va rester, mais ça peut être plus court, comme ça peut être plus long, tout dépendra du projet. Alors ici, j'ai voulu montrer 2 exemples de projets que nous avons menés au sein du lab. Il y en a d'autres, mais bon, j'ai voulu faire le focus sur ces 2 projets. Donc, un projet que nous avons mené en partenariat avec la Gendarmerie nationale sur un système capable de capturer et d'émettre des trames CAN sur les bus CAN afin de faciliter le travail d'analyse dans le cadre des investigations numériques notamment. Et ce projet a été réalisé avec le support des équipes du lab, notamment sur la conception de la carte électronique qui a permis de le concevoir. Donc, c'est un sujet dans le domaine de l'investigation numérique. Un deuxième projet nous a été présenté récemment par le GT des communs du campus cyber sur un projet autour des drones. Donc là, il s'agit de faire un état de l'art des mécanismes d'attaque et de défense sur les drones. Donc, tout un ensemble, nous allons tester un peu la résilience de la sécurité des communications pour permettre de voir comment on peut prendre le contrôle de drones à distance, comment on peut renforcer la sécurité de ces drones-là. Et nous allons mettre en place, au travers de ce projet, une liste d'actions, notamment pour travailler les protocoles de pentest générique sur ces drones. Le deuxième volet de service à la communauté, c'est l'animation scientifique. Donc là, il s'agit plus de travailler un peu avec l'ensemble de mes collègues la phase émergence de projet. Donc là, ce volet animation scientifique est au service de l'émergence de projets de recherche et de transfert en particulier, mais il est lié aussi avec la formation, comme il peut y avoir un lien avec le volet entrepreneuriat. Donc nous avons des matinales de recherche, nous avons défini 4 objets dans cette animation scientifique, des matinales de recherche. Sur ce volet-là, nous espérons plus montrer ce que font les équipes de recherche aujourd'hui en matière de recherche, montrer un peu le résultat qu'ils ont obtenu sur les thématiques qu'ils développent. Le deuxième volet qui concerne plus les rencontres entre la recherche et l'industrie. Donc là, nous espérons sur ce volet plus écouter un peu ce que les industriels ont comme cas d'usage ou bien les verrous scientifiques qu'ils ont sur un certain nombre de sujets, regarder comment nous, on peut favoriser ces rencontres avec les équipes de recherche pour faire émerger des projets de recherche. On réalise ça avec les équipes du PEPR Cybersécurité. Pas mal de rencontres ont été déjà réalisées dans le cadre au sein de notre espace, qui vise à justement faire émerger ce type de collaboration.
Nous avons des conférences scientifiques. Là, on est plutôt sur donner une vision à ce qui va arriver dans les prochaines années, 3, 5, voire plus. Nous avons pu réaliser tout un ensemble de conférences sur l'IA de confiance, sur la sécurité des architectures RISC-V, sur la cryptographie post-quantique. Donc là, ça permet de donner à l'écosystème une vision et des perspectives sur ce sur quoi, quelles sont les compétences que les équipes devraient avoir dans le futur pour accompagner ces futurs développements. Donc là, c'est préparer un peu les organisations dans la formation et dans l'évolution de leurs compétences en interne pour justement faire face à ce besoin de développer des technologies et de rester concurrent par rapport à ce que font les autres partenaires au niveau international. Et nous avons aussi, dans cette animation scientifique, un volet qui est plus lié à l'accueil de délégations. Donc, régulièrement, nous avons des présentations du programme PTCC, mais aussi de ce qu'on fait au niveau du Lab Cyber. On espère très rapidement avoir des démonstrateurs aussi pour justement montrer un peu les exploits potentiels sur les objets physiques et voir comment on peut les éviter, comment on peut mettre en place des implémentations qui permettent d'implémenter des correctifs pour éviter, par exemple, dans le domaine des véhicules connectés, dans le domaine de la domotique, dans différents domaines, voir comment on peut accompagner cette transformation numérique aussi et sensibiliser mieux à la protection des systèmes. Donc là, sur ces 4 objets, donc nous avons une à deux matinales de recherche par mois, 4 ateliers ou 4 ateliers ou workshops par an, 3 à 4 conférences par an et au fil de l'eau pour tout ce qui concerne les accueils de délégations. Donc depuis le début du programme, nous avons réalisé environ 70 événements. Nous avons cumulé plus de 3500 participants sur nos événements. Donc là, je ne vais pas détailler, mais vous avez un peu la répartition pour chacune des catégories. Là, j'ai voulu faire un focus rapide sur quelques idées d'ateliers sur ces 4 objets. Donc, une matinale de recherche que nous avons menée en novembre 2022 sur un outil Scikit-learn, qui est un outil open source, une librairie d'apprentissage machine Python qui permet justement à cette communauté qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle de se familiariser sur tout un ensemble de pratiques et d'accélérer leur développement. Nous avons mené des workshops sur les données de santé, donc l'impact de l'IA sur la confidentialité des données personnelles et protection des utilisateurs. Donc ça, c'est avec le PEPA cybersécurité, en particulier le projet HIPOP. Nous avons travaillé avec nos partenaires de Thales et à l'ANSSI sur la sécurité des architectures RISC-V. Donc là, il y a quand même pas mal il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est un sujet très calibrant pour l'écosystème. Et nous avons aussi des rencontres que nous avons pu organiser avec nos partenaires américains, des rencontres de doctorants pour montrer un peu ce que font nos docteurs en France dans le domaine de la cybersécurité, le confronter à ce qui se fait aux États-Unis. Sur le dernier volet, sur la partie communication, donc nous avons un site internet comme Michel et mes collègues ont pu le préciser avant, donc un site internet qui précise un peu tous les objets du programme, ce que nous faisons au sein de ce programme, les différents volets du programme. Sur ce site internet, vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre Lab Cyber, qui est le laboratoire d'expérimentation, donc vous avez les liens. Nous avons, en termes de médias, nous avons 2 médias. LinkedIn, nous avons une présence sur LinkedIn qui est animée par Marla, qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille sur toute l'animation, tout le volet communication au sein du programme. Marla da Silva. Et nous avons aussi sur une chaîne YouTube que nous avons mis en place qui permet aussi, notamment, on aura les vidéos des présentations qu'on aura réalisées aujourd'hui, qui pourront permettre d'avoir une visibilité sur les actions que nous menons au sein de ce programme. Donc ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons réuni une communauté de plus de 1000 personnes. Et si vous voulez aussi avoir un peu plus d'informations sur nos actions, donc vous avez, en allant sur le site internet, vous pouvez vous adhérer à notre newsletter et comme ça, vous n'allez pas louper ce qui se passe au sein du programme. Voilà. Pour terminer. Merci. Merci. Alors, donc merci à ceux qui sont là, qui sont présents et qui ont eu la patience de nous écouter sans pouvoir nous interrompre. Merci à ceux qui sont à distance aussi. Peut-être, Rodrigue, est-ce que tu peux essayer de... Alors, on peut prendre des questions dans la salle en attendant.
Donc, c'est pas obligé, hein, mais si vous avez des questions, oui. Oui, ma question concernait le prêt transfert. Oui. Donc, je vais utiliser mes mots si j'ai bien compris. Si par exemple quelqu'un de la recherche il vient avec un POC, il vient avec une preuve concept, donc c'est un produit qui vient d'une thèse qui n'est pas vraiment aboutie, mais une thèse là est fait, ça peut rentrer dans ce prêt transfert. Donc ce POC pour tout ce qui est développement, il y a, si j'ai bien compris, il y a une aide de ce programme C'est ça. de Donc, transfert au campus cyber, oui. des développeurs qui peuvent aider aussi. Alors, donc je répète votre question parce que je suis pas sûr que les gens à distance aient entendu. Donc la question c'est, par exemple, est-ce qu'un doctorant ou un jeune docteur qui vient avec une preuve de concept qui fonctionne et qui voilà, ne demande qu'à être développée. Voilà. Donc, la réponse, c'est pas systématiquement oui, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais la réponse est oui. C'est sur ce genre de dispositif que l'on souhaite agir dans le cadre du pré-transfert. Ce qui se passe, c'est qu'on va apporter des financements à des ingénieurs ou à des gens qui vont travailler sur le projet, sachant que le projet sera porté par un acteur académique. D'accord ? Donc l'idée, c'est que ce n'est pas le docteur en lui-même. Alors, il peut venir nous voir directement, mais quelque part, il faut d'abord qu'il prenne contact avec le laboratoire, par exemple, d'où il vient, pour comprendre comment est-ce que ce laboratoire, par exemple, avec son aide, bien sûr, pourrait nous construire une proposition de projet qui pourrait l'embaucher lui. Hein, donc, il ne s'agit pas de l'interdire de participer. Mais voilà, donc la réponse est oui. Alors, naturellement, il faut que le projet soit validé. Enfin, il y a quand même une évaluation qui est faite. Donc, ça dépend de la maturité, ça dépend naturellement de la pertinence du projet. Ça dépend aussi des besoins, voilà, par rapport à ce que le programme peut offrir. Mais la réponse est oui, c'est ce genre de choses. C'est un des cas possibles. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il n'y a pas de schéma très fermé dans lequel on s'inscrit. En gros, si ça correspond à peu près aux choses que j'ai données dans ma présentation, on en parle et on voit si ça marche ou pas. Et dans tous les cas, on en parle. C'est-à-dire que avant même de rédiger une quelconque proposition, le jour où il y aura des modèles de dossiers, il faut prendre contact avec nous. Et nous, on n'est pas là pour sélectionner. Hein. Nous, on est là pour aider les projets à être construits et à être validés. Alors, on n'est pas plus payé s'ils sont validés ou pas, mais notre mission, c'est d'avoir des projets validés. Alors, on me dit que les micros peuvent être ouverts à l'extérieur. Donc, si vous avez des questions, ouvrez votre micro et prenez la parole. Je vérifie que le haut-parleur est bien. Et naturellement, les questions que vous pouvez poser peuvent s'adresser à moi, mais à l'un quelconque des intervenants de cette séquence. Calia, Jean-Michel, je pense qu'il veut parler. Non. Oui, bonjour. On vous entend très bien. Jean-Marc Alia d'Atos. Juste une petite question sur le projet sur la sécurité des protocoles de drone. Je voulais savoir si c'est un projet public qui est consultable ou pas. Ça, c'est Rodrigue qui va vous Alors, répondre. c'est un projet qui est en cours de montage avec le campus cyber. Donc, il y a déjà un certain nombre de partenaires qui sont connectés. Mais si vous avez envie de vous connecter à ce projet-là, vous me faites un petit mail, vous envoyez à labcyber@ptcc.fr et on vous mettra en relation avec le GT du campus cyber. D'accord, bah, écoutez, avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, tu les vois, toi, de ton ordi, s'il y a des... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Je souhaitais donc d'une part vous prier de nous excuser pour ce format un petit peu spécifique de présentation, un petit peu fermé, mais voilà, on a eu quand même quelques discussions. Vous remercier de votre attention, vous inviter à nous rejoindre, comme indiqué, mais à nous contacter pour toute question que vous auriez. On est là pour aider l'écosystème en général, recherche et industrie, naturellement avec une vocation de développer des projets de transfert de technologies, de compétences et de connaissances. Et donc, n'hésitez pas, vous prenez contact avec l'un ou l'une quelconque personne de notre équipe et on transmet, on dispatche et vous serez recontacté. Merci beaucoup.
peut dire que les présentations, on les enverra. Les présentations sont disponibles pour le moment sur demande. Voilà, on va peut-être être mises, modulo quelques petites corrections peut-être, sur le site web du PTCC. Je pense que ça c'est une option. Si vous souhaitez en disposer naturellement en avance de phase, n'hésitez pas, on vous l'envoie avec plaisir. Merci. Je vais fermer la réunion. Merci Geoffroy.